On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la fonction exponentielle. C'est une vidéo sur laquelle on va introduire un nouveau type de fonction et on va être parfois amené aussi à parler d'autres choses qu'on ne développera pas tout de suite dans ce cours, mais qu'on développera dans d'autres cours comme par exemple le logarithme ou les limites de fonctions. Donc il y a parfois des choses que je vais introduire ici sans expliquer directement d'où elles viennent, parce que je le ferai en fait dans d'autres cours. Mais ici, on va se concentrer sur ce qu'on appelle les fonctions exponentielles. Donc, de quoi on parle quand on parle de fonctions exponentielles? En fait, on parle de fonctions dont la variable va se trouver au niveau de la puissance. C'est la puissance qu'on va faire varier. Je vous rappelle que quand on prend un nombre avec une puissance, on a d'abord ce qu'on appelle la base, et puis on a la puissance. Donc là, par exemple, si je prends cette fonction-là, on a la base, qui est la base a, et puis on a la puissance x. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la fonction exponentielle base a. Ici, par exemple, on a la fonction exponentielle base pi. Donc cette fonction, elle va varier, elle va valoir d'abord... Après, ça dépend de la valeur de x. Si on dit, par exemple, que x vaut un entier naturel, par exemple, on aura pi puissance 1, puis ensuite pi puissance 2, puis ensuite pi puissance 3, et puis on peut représenter l'ensemble de ces valeurs sur un repère. On peut prendre aussi x réel, par exemple. Pi puissance 0,01, par exemple. Bref. Nous, on va s'intéresser plus spécifiquement à un type de fonction exponentielle bien particulière qui est la fonction exponentielle base E. E étant donc un nombre aussi, comme pi, comme a. E est un nombre qui vaut environ 2,718. Si on prend cette fonction exponentielle base E avec x qui appartient à R, donc x qui peut prendre des valeurs réelles, c'est ça que je veux dire, eh bien, on peut représenter la courbe de e puissance x. Donc, c'est la fonction exponentielle base e. On va montrer d'ailleurs à la fin du cours que cette fonction ne s'annule jamais. Au début, on va donner juste quelques intuitions de pourquoi, mais ensuite, on va un petit peu plus expliquer pourquoi. On verra aussi, mais ça, je le dis dès maintenant, que cette fonction, elle est toujours positive. Puis, on le voit avec le graphe, mais on va essayer de montrer pourquoi elle est toujours positive. En fait, ça se montre plus précisément avec la notion de limite. Mais en fait, il y a d'autres, on va aussi amener d'autres choses. Comme par exemple, ce qu'on va voir maintenant, savoir la dérivée de l'exponentielle de x. Puisque vous savez que pour étudier par exemple, les variations d'une fonction, on a besoin de connaître sa dérivée. Et puis on a des cas particuliers où avec la dérivée, on peut même déterminer le signe d'une fonction. Mais ça, c'est un petit peu plus... il y a un peu plus de travail à faire. Pour l'instant, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Mais on a quand même besoin de la dérivée de l'exponentielle de x, et c'est elle qu'on va essayer de déterminer maintenant. Et en déterminant cette dérivée, en fait, on va se rendre compte, quand on l'aura bien déterminée, que c'est quelque chose qui va être une spécificité de la fonction exponentielle base e. Et cette spécificité, on va plus la préciser à la fin du cours. Mais en fait, on va voir que la dérivée de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. C'est-à-dire que sa dérivée, ça vaut elle-même, en fait. C'est-à-dire que si je dérive exponentielle de x, la dérivée va valoir exponentielle de x. Attention, je dis bien exponentielle de x. Si j'ai exponentielle de u puissance x avec une fonction qui se trouve en puissance, ça aussi c'est possible. En puissance, je peux avoir tout. D'ailleurs, x, c'est aussi une fonction. C'est la fonction f de x égale x. C'est un cas particulier. Mais si j'ai exponentielle de u de x, donc avec u de x qui est une fonction, eh bien attention, la dérivée de l'exponentielle de u de x, c'est pas exponentielle de u de x. Parce que là, on a une fonction composée. On avait vu que pour la dérivée des fonctions composées, on avait la dérivée, là on aura par exemple, au final, u' de x fois exponentielle de u de x. Parce que c'est une fonction composée. Vous pouvez revenir à mon cours sur les formules de dérivation pour revenir à cette formule de la dérivée d'une fonction composée. On dérive la fonction qui est en variable, ici c'est u de x,
qui va jouer le rôle de la variable pour exponentielle de u de x. Cette variable, on la dérive et on multiplie sa dérivée à l'exponentielle de u de x. On va tout simplement utiliser la méthode classique, c'est-à-dire la limite avec le taux de variation. On va prendre donc exponentielle de x plus h moins exponentielle de x divisé par h. C'est comme ce qu'on avait fait pour les calculs de dérivée classiques lorsqu'on fait avec le taux de variation et les limites. On va essayer de réduire l'écart entre exponentielle de x plus h et exponentielle de x en quelque sorte. Ce que je veux dire, c'est que aussi ici, comme l'exponentielle est une fonction qui varie avec la puissance, donc c'est un nombre, on a un nombre et on a des puissances, donc on peut appliquer les propriétés des puissances classiques. Donc ici, quand on a un nombre avec une puissance en somme, on peut le décomposer en un produit que voici. Ça, on l'avait expliqué lorsqu'on avait parlé tout simplement de comment se comportent les nombres avec les puissances. Lorsqu'on a une addition en puissance, comment on peut transformer ça. Donc là, tout simplement, je décompose. Hein. Et en fait, pourquoi je fais ça? Parce que là, je remarque que j'ai exponentielle de x ici et là, et en fait, je peux factoriser par exponentielle de x. C'est ce que je fais ici. Alors, il faut bien voir, j'ai exponentielle de x fois exponentielle de h, moins exponentielle de x fois 1, en quelque sorte. Le fois 1, je ne le fais pas apparaître car inutile, mais je pourrais le faire apparaître juste pour montrer ce facteur. Comme j'ai un moins ici, je vais avoir un moins ici. Et alors, en vérité, ce que je vais dire, c'est pas très rigoureux là, mais parce que ça se démontre de façon plus rigoureuse, mais avec d'autres outils. Mais pour vous donner une idée de comprendre pourquoi ce que je vais faire marche, c'est que là, on cherche la limite quand h tend vers 0. La limite quand h tend vers 0. Or, exponentielle de x ne dépend pas de h. C'est exponentielle de h qui dépend de h. Si h varie, bah, exponentielle de h varie. Par contre, si h varie, c'est-à-dire qu'on le fait tendre vers 0, bien exponentielle de x ne va pas changer. Donc en fait, quand je vais calculer la limite, exponentielle de x, ça va rester exponentielle de x. Donc je peux le sortir ici du calcul de limite. Et en fait, je cherche donc la limite de ça. Et là, ça, j'avais oublié de vous le préciser, mais je vous le précise maintenant, c'est que exponentielle de 0, ça fait 1. Ce qui est tout à fait logique, puisqu'on avait expliqué dans le cours sur les puissances, que quand je prends un nombre à part 0 et que je lui mets la puissance 0, eh bien le résultat va valoir 1. On avait expliqué pourquoi. Donc là, l'exponentielle ne déroge pas à la règle. Hein. E est un nombre. Quand j'ai ce nombre-là à la puissance 0, bah, ça vaut 1. Donc là, je mets 1, je peux mettre E puissance 0. Attention, ce n'est pas exponentielle ici, c'est E. Donc c'est la base E lorsqu'on parle d'une puissance, lorsqu'on a une puissance qui varie. Plus précisément, c'est là qu'on parlait de l'exponentielle. Là, j'ai un nombre, 2,718 et des poussières, puissance 0, bah, ça vaut 1. Pourquoi je mets ça? C'est juste pour en fait faire apparaître que j'ai H0, H0. Ici, j'ai la fonction. Et en fait, ici, on reconnaît finalement, lorsqu'on calcule la limite, en fait, la dérivée de l'exponentielle de l'exponentielle de h. Alors, je mets h, mais en fait, h ici, c'est la nouvelle variable. Hein. Tout à l'heure, on avait parlé de exponentielle de x. Ce qui compte, c'est qu'à partir du moment où vous avez e avec une puissance qui varie, parce que là, on fait changer la valeur de h, eh bien, on est avec la fonction exponentielle base e dans tous les cas, que j'appelle ça x ou h, peu importe. Ce qui compte, c'est que tant que j'ai e puissance quelque chose et que ce quelque chose varie, que je le fais changer de valeur, eh bien, on est avec la fonction exponentielle. Et là, en fait, on cherche la dérivée de l'exponentielle en 0. Je vous renvoie à la vidéo sur la dérivée pour comprendre ce principe-là. Et donc, en fait, vu que f de x, c'est exponentielle de x, et bien là, je cherche la dérivée de f, qui vaut exponentielle de x, la dérivée de f en 0. La dérivée de f en 0. Donc, en fait, la dérivée de exponentielle de x, finalement, elle vaut exponentielle de x soit f' de 0. Maintenant, la question, c'est que vaut f' de 0. Donc, pour l'instant, on sait que ça vaut ça. On a dit que ceci, c'est f' de 0.
Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est quoi? Faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire lorsque vous êtes au niveau secondaire. Mais disons que le fait de l'introduire ici, pour moi, ça me permet aussi de vous donner une idée sur comment on s'en sort, par exemple, sur ce genre de problème. Là, ici, on est avec des calculs de limites. En l'occurrence, exponentielle de h moins sur h, on ne sait pas que vaut vraiment la limite en 0, parce que en fait, on va avoir exponentielle de 0, ça fait 1. Je vais avoir 1 moins 1, ça fait 0. Enfin, ça fait quelque chose qui est proche de 0 en vérité. On en parlera dans le chapitre sur les limites de fonctions. Et là, j'ai quelque chose qui est proche de 0, que je vais tendre vers 0. Donc là, je vais avoir exponentielle de quelque chose de proche de 0, donc ça va valoir quasiment 1. Donc je vais avoir 1 moins qui va valoir quasiment 0 en quelque sorte. Et là, je vais avoir quelque chose qui est proche de 0. Donc je vais avoir en gros quelque chose de proche de 0 divisé par quelque chose de proche de 0. Et ça, en termes de limites, on ne sait pas trop ce que ça vaut. On verra dans le chapitre sur les limites de fonctions que c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Ça peut valoir plein de choses différentes. Donc comme ça, on ne peut rien dire sur cette limite. Et donc ce qu'on va faire, ce qu'on aime bien faire dans ces situations, c'est qu'on aime bien en quelque sorte changer de variable et réexprimer cette limite d'une autre façon pour mieux nous en sortir. Et pour peut-être, écrit sous une autre forme, mieux déterminer la limite de cette fonction. Donc on va faire des petits changements d'écriture. On va poser que ce qui est au numérateur, c'est-à-dire exponentielle de h-, ça vaut un nombre qu'on appelle n. En fait, nous, notre objectif, ça va être d'isoler h, ça va être d'exprimer h. Et on va exprimer cette limite autrement, vous allez voir. On va essayer de le faire étape par étape. Alors là, si j'isole exponentielle de h, ça me donne ça. Et c'est là que je vais un peu parler du logarithme, plus précisément du logarithme népérien, qu'on verra dans le cours suivant. Mais en fait, le logarithme népérien, c'est une fonction qui est la fonction réciproque de l'exponentielle. De la même façon que la fonction carré est la réciproque de la fonction racine carrée. Donc si x est positif, quand j'ai x carré et que je mets la racine, ça me donne x. Si x est positif, bien sûr. Donc ici, x positif, bon, c'est une condition particulière pour ces fonctions réciproques-là. Maintenant, pour la fonction exponentielle, la réciproque, c'est le ln, c'est la fonction logarithme népérien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, moi, je vais vouloir isoler h. Donc là, vous voyez, là, j'ai le carré. Si je mets la racine carrée, bah, le carré et la racine s'annulent en quelque sorte, si x est positif. Et bien là, ça va être le même principe. Là, j'ai h. Si je mets ln de e puissance h, bah, ln et e vont s'annuler. En quelque sorte, il va rester h. Puisque ln, la fonction ln et la fonction exponentielle base e sont des fonctions réciproques. Et donc, seule la variable va rester, mais la variable ici, c'est h. En fait, c'est ce qu'on va appliquer ici. On va appliquer le ln de chaque côté, bien sûr, pour conserver l'égalité. Et on aura que h est égal à ln de n plus 1. Et en fait, ici, nous, ce qu'on avait dit, pour qu'on reste cohérent avec ce qu'on a fait, quand on veut faire un changement d'écriture, il faut que on va pas forcément... On va juste changer qu'est-ce qui va être la variable, qu'est-ce qui va jouer le rôle de la variable ou pas. Et fondamentalement, il faut qu'on reste cohérent avec ce qu'on a écrit à la base. Ce qu'on avait écrit à la base, c'est que h, il devait être proche de 0. Et comme h, on a dit que maintenant, ça vaut ceci, il faut que ceci se rapproche de 0. Donc, il faut qu'on trouve la valeur de n telle que ln de n plus 1 soit proche de 0. On n'a pas encore vu la fonction logarithme népérien, donc je vous le dis maintenant, mais on le verra ensuite. Ln de 1, ça fait 0. Donc si à l'intérieur du ln j'ai quelque chose qui vaut 1, eh bien ln de cette chose-là vaudra 0. Et donc j'aurai bien h qui est proche de 0, il n'y a pas de problème. Quelle doit être la valeur de n pour que n plus 1 fasse 1? Eh bien, tout simplement, je pose n plus 1 est égal à 1. Donc je veux isoler n. Donc je vais soustraire par 1 de chaque côté. Ça va me donner donc n va valoir 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc, pour que ln de n plus 1 vaille 0, il
faut que n vaille 0. De toute façon, c'est logique, hein, puisque 0 plus 1, ça fait 1. Mais c'était juste pour vous montrer de façon comment on montre ce truc-là. Donc, tout simplement, maintenant, comme h est exprimé avec comme valant ln de n plus 1, et que je vais faire tendre n vers 0 pour que h soit toujours en train de tendre vers 0. Donc n ne va pas valoir exactement 0, mais quelque chose de proche de 0. On est dans les notions de limite, on se rapproche de certaines valeurs. Eh bien, ici, ma nouvelle variable, ça va être n, puisque, comme j'ai dit, h vaut ln de n plus 1. Mais on va faire varier n, et c'est en faisant varier n qu'on va faire varier h. C'est en faisant tendre n vers 0 qu'on va faire tendre h vers 0. Donc finalement, du point de vue de h, n est la variable de h, parce que si n change, alors h va changer. Et comme on a tout réexprimé avec h, et que ce h dépend de n, c'est donc n qui va être la nouvelle variable, ce que je mets ici. Donc là, vous voyez, ce que j'avais avant, je l'ai réexprimé ici. Parce qu'avant, j'avais exponentielle de h moins 1 sur h. J'ai dit que h valait ln de n plus 1, ou ln de 1 plus n, c'est pareil. Et j'ai dit que exponentielle de h moins 1, ça valait un nombre qu'on appelait n. Donc j'ai fait cette modification, et c'est n la nouvelle variable. Et on a dit qu'il fallait que n tende vers 0 pour que h tende vers 0, pour qu'on reste cohérent avec ce dont on était parti à la base. Donc vous voyez, c'est toujours bon, hein. J'ai bien exponentielle de h moins là-haut qui vaut n, et j'ai bien h qui, dans notre nouvelle façon de le réécrire, vaut ln de 1 plus n. Et c'est n que je fais tendre vers 0. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par n en haut et en bas. N divisé par n, ça fait 1. Et ln de 1 plus n divisé par n, bah, on l'a réécrit directement. Et là, on va appliquer une autre propriété du logarithme qu'on montrera dans le cours sur le logarithme, c'est que quand j'ai un nombre fois un logarithme de quelque chose, eh bien ce nombre-là, je peux le mettre en puissance de la variable qui est à l'intérieur de ln. Donc cette propriété du logarithme, je vais l'appliquer parce que ln de 1 plus n sur n, c'est en fait 1 sur n fois ln de 1 plus n, parce que là j'ai, en fait si vous voulez, j'ai ln de 1 plus n fois 1, le fois 1 je ne vais pas faire apparaître, divisé par n. Donc je mets 1 sur n d'un côté, fois ln de 1 plus n, et je me retrouve avec cette expression. Et là c'est le nombre qui va jouer le rôle du a ici. Et je vais le mettre en puissance. Donc en fait tout ça, ça va valoir ceci. Et ce qu'on va montrer dans le cours sur les limites, c'est que la limite, quand n tend vers 0 de ceci, ça vaut ln de e. Donc en fait, ce truc-là, ici, là, vaut e. Enfin, tend vers e plutôt. Et ln de e, bah, qu'est-ce que c'est? C'est ln de e puissance 1. Ça ne change rien. Mais comme j'ai dit que ln et e sont des fonctions réciproques, il ne reste que ce qui est en puissance. Et ce qui est en puissance, c'est 1. Donc ln de e, ça vaut 1. Mais ln de e, ça vaut ça. Donc ceci vaut 1. Donc ceci vaut 1. Donc là, j'ai 1 sur 1, ça fait 1. Et donc f' de 0 est égal à 1. Donc la dérivée de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x fois f' de 0 qui vaut 1. C'est-à-dire c'est exponentielle de x. Donc en fait, la dérivée de l'exponentielle de x, c'est elle-même. On enchaîne avec quelques propriétés sur l'exponentielle. Le fait par exemple que pour tout x appartenant à R, l'exponentielle de x est strictement positive. Ça se montre bien avec la notion de limite. Comme j'ai dit, les limites, on les verra plus tard. Pourquoi je parle quand même de limite ici, bien qu'on verra cette notion plus en détail plus tard, c'est que ça me permet quand même déjà de vous introduire un peu l'idée qu'il y a derrière cette notion de limite. C'est que on se pose la question de quand x se rapproche d'un nombre, ou plutôt quand une variable se rapproche d'un nombre, que vaut l'image de la fonction à ce moment-là, pour des valeurs particulières. Pour en donner une illustration ici, par exemple, regardez, l'idée c'est que
si on prend un x qui est très négatif, infiniment négatif, donc x qui vaut moins l'infini, on a donc exponentielle de x qui vaut exponentielle de moins l'infini. Mais rappelez-vous que quand on a une puissance qui vaut un nombre négatif, on peut faire 1 divisé par ce nombre à la puissance qui devient positive. Ça, on l'avait expliqué dans le cours sur les puissances. On l'avait bien montré. Sauf que E, c'est quoi E? E, ça vaut 2,718. Donc si je mets 2,718 puissance infinie, ça vaut quelque chose d'infiniment grand. Donc j'ai 1 sur quelque chose d'infiniment grand. Peu importe, ce qui compte, c'est que cette chose infiniment grande est positive, car 2,718, c'est un nombre positif. Donc si je le multiplie par lui-même une infinité de fois, ça reste positif. Donc j'ai 1 qui est positif, divisé par quelque chose de positif. Ça me donne quelque chose de positif. Autrement dit, même quand x il est très négatif, exponentielle de x sera encore positive. Et évidemment, quand la puissance x est positive, exponentielle de x sera d'autant plus positive. Parce que 2,718 est quel et que c'est positif, donc si je le multiplie par lui-même un certain nombre de fois, ça reste positif. Donc en fait, ce qu'on est en train d'exprimer dans l'idée ici, c'est que quelle que soit la puissance x qu'on met à l'exponentielle, elle restera positive. Donc en fait, elle est positive pour tout x. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Mais si l'exponentielle de x, si sa dérivée, c'est exponentielle de x, et que l'exponentielle de x est toujours positive, c'est-à-dire que la dérivée de l'exponentielle de x est toujours positive, donc exponentielle de x est toujours croissante. Ça, c'est ce qu'on avait dit dans le cours sur les dérivées, c'est que si on a une fonction dont la dérivée est positive sur un intervalle, alors l'autre fonction de départ, elle est donc croissante sur cet intervalle. Mais comme exponentielle de x, en tant que dérivée, est positive pour tout x, alors sa fonction de départ, qui est exponentielle de x aussi, est croissante pour tout x aussi. Donc en fait, l'exponentielle de x, elle est toujours croissante, et en plus, elle est toujours positive. C'est un peu ça l'idée. Donc là, vous voyez qu'on commence à rentrer dans un type de fonction assez particulier, mais en fait, on n'a pas encore expliqué en quoi l'exponentielle de x était si particulière. Parce que fondamentalement, on a montré que, par exemple, l'exponentielle de 0, ça vaut 1, que la dérivée de l'exponentielle, c'était elle-même, mais qui nous dit qu'il n'existe pas d'autres fonctions qui vérifient ces propriétés? Parce que si c'est le cas, ça retire à l'exponentielle cette spécificité-là, puisque ce ne serait plus une spécificité si d'autres fonctions adoptaient le même comportement. Et là, ce qu'on va faire maintenant, donc ça c'est vraiment pour approfondir, pour le coup. Là, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est quasiment l'essentiel sur l'exponentielle. Mais là, on va faire un approfondissement parce que je trouve quand même que cet approfondissement peut être nécessaire pour ceux qui continueront, mais aussi pour comprendre certaines choses qu'on va voir avec l'exponentielle plus tard. Parce qu'en fait, vous allez voir que plus on va avancer sur les fonctions, et plus on va retrouver l'exponentielle un peu partout. Dans les équations différentielles, par exemple. Dans les nombres complexes. Bon, après, dans les nombres complexes, ça va être encore un cas particulier. Mais en tout cas, on va retrouver de plus en plus cette fonction-là. Et il va falloir comprendre en quoi le fait que, par exemple, on ait une fonction dont la dérivée est égale à elle-même, ça, c'est une propriété qui ne correspond que à l'exponentielle. On va montrer pourquoi c'est que l'exponentielle. Et là, on va rentrer dans une démarche, on va rentrer dans une façon de faire des mathématiques qui ressemble un peu plus à celle qu'on fait, par exemple, dans les études supérieures. C'est-à-dire qu'on va essayer vraiment de démontrer des choses, on va supposer des choses, on va déduire des choses de ces suppositions, etc., etc. Donc là, l'idée pour nous, ça va être de montrer que la seule fonction qui vérifie ces propriétés-là, c'est-à-dire qu'à la fois en 0, elle vaut 1, c'est-à-dire qu'en x vaut 0, elle vaut 1, et sa dérivée est égale à elle-même, la seule fonction qui vérifie ça, c'est l'exponentielle. L'exponentielle est unique en ce sens-là. Comment on va faire? Eh bien, on va
prendre tout simplement une fonction f qu'on va considérer a priori quelconque. On ne dit pas que c'est l'exponentielle, nous justement on veut montrer qu'en fait la seule fonction, que s'il y a une fonction qui vérifie les propriétés qu'on a vues avec l'exponentielle, alors cette fonction il ne peut y en avoir qu'une seule. Et comme on sait déjà que l'exponentielle vérifie ces conditions, on saura que c'est l'exponentielle. En quelque sorte, c'est ça l'idée. On va prendre une fonction quelconque et on va montrer qu'elle est unique si elle vérifie les propriétés de l'exponentielle. Donc on va prendre une fonction f dont la dérivée est égale à elle-même et telle qu'en 0, cette fonction vaille 1. Il faut donc que cette fonction s à dérivée qui soit égale à elle-même, et cela pour tout x. Et en fait, en général, pour démontrer l'unicité d'un objet mathématique, on aime bien démontrer les choses par l'absurde, c'est-à-dire supposer qu'en fait, cette fonction f là par exemple n'est pas unique, qu'il en existe une autre qui vérifie les mêmes conditions, et voir si on tombe sur des contradictions. Pourquoi cette démonstration par l'absurde, elle a du sens et elle permet vraiment de démontrer les choses. Parce qu'en fait, ici, on se retrouve dans une situation qui est un peu, binaire. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a que deux possibilités. Soit cette fonction f qu'on vient de poser, elle est unique, soit elle n'est pas unique. Et d'autre part, forcément, l'une des deux propositions est vraie. Soit elle est unique, soit elle n'est pas unique. On ne peut pas à la fois ne pas être unique et à la fois être unique. C'est l'un ou l'autre. Donc, comme on n'a que deux possibilités et que l'une des deux est forcément vraie, eh bien il suffit de trouver par exemple celle qui ne marche pas pour déduire que l'autre est vraie. Et donc on va supposer qu'il existe une autre fonction qui vérifie ses propriétés, on va l'appeler g. Et si on déduit des contradictions en partant de cette supposition-là, c'est-à-dire que cette supposition au préalable, elle était fausse. Donc c'est forcément la supposition contraire qui est vraie, qui est celle selon laquelle en fait f est unique. La fonction f qu'on a posée est unique. Donc on suppose que f n'est pas unique, donc ça c'est notre supposition. Donc c'est-à-dire qu'on va poser une autre fonction g qui vérifie les mêmes propriétés, donc sa dérivée est égale à elle-même pour tout x et g de 0 égale 1. Et on veut montrer qu'il y a une contradiction. Ça se trouve, il n'y en a pas, mais c'est notre objectif. Donc, ici, bien évidemment, f de x et g de x sont différentes. Par hypothèse, on suppose que g et f sont des fonctions différentes. On ne parle pas de la même fonction, mais qui vérifient ces deux propriétés qu'on a posées, à savoir que leur dérivée est égale à elle-même et qu'en 0, elles valent 1. Et donc, tout ça fait partie de l'hypothèse de départ. L'hypothèse de départ, c'est qu'on a deux fonctions différentes, mais qui ont des propriétés communes qui sont celles qu'on a énoncées. Et si par exemple on trouve qu'au final, ces suppositions conduisent à dire que les deux fonctions sont égales, on aura une contradiction, puisqu'on les a supposées différentes. Mais comment on va procéder? Nous, on va essayer de voir si, en fait, est-ce qu'elles sont vraiment différentes. Certes, elles ont deux propriétés communes, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont les mêmes pour autant. Par exemple, la fonction pi puissance 0, elle vaut 1, et la fonction e puissance 0, elle vaut 1. Pour autant, pi de x et e de x sont des fonctions différentes. Mais en 0, elles valent la même chose. C'est pas parce qu'en 0, elles valent la même chose que ça y est, ce sont les mêmes. Donc, nous, on va essayer de se demander, est-ce que f de x et g de x sont vraiment différentes? Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire qu'elles valent la même chose? On peut exprimer le fait qu'elles vaillent la même chose en disant que leur quotient vaut 1. Parce que si leur quotient vaut 1, je multiplie par g de x de chaque côté, et du coup, ça va me donner que f de x est égal à g de x. Donc si par exemple, je montre que le quotient de ces deux fonctions vaut 1, alors j'en déduis que ces deux fonctions sont égales, et ça contredira l'hypothèse de départ, ce qui montrera qu'en fait, on avait supposé quelque chose de faux, et que donc le contraire de cette supposition est vrai. Et c'est quoi le contraire de la supposition qu'on a faite? C'est qu'en fait, f est unique. Alors, ce qu'on va faire pour voir finalement si on trouve ce résultat ou pas, c'est qu'on va étudier, on va poser une nouvelle fonction h de x qui vaut ce quotient. Et si h de x vaut 1 pour tout x,
alors ça voudra dire que pour tout x, on a cette égalité, et donc on aura contredit notre supposition de départ, et donc son contraire sera vrai. On aura donc démontré que f est unique, et comme l'exponentielle vérifie les propriétés qu'on a posées dans f, eh bien, ce sera donc cette exponentielle-là qui jouera le rôle de f, vu qu'il ne pourra y en avoir qu'une seule, les fonctions comme ça, c'est ce qu'on veut démontrer, eh bien l'exponentielle de x sera donc unique. C'est un peu ça l'idée. Donc, comment on va faire? Alors déjà, vous voyez que si h de x vaut 1 pour tout x, ça veut dire que h est une fonction constante. Donc ce qu'on pourrait faire dans un premier temps, c'est de montrer que h est une fonction constante, mais ça ne suffira pas parce qu'une fonction constante peut valoir 0 pour tout x, peut valoir 2 pour tout x. On va montrer en plus que, en plus du fait qu'elle soit constante, cette constante en question est 1. Ça, c'est ce qu'il va falloir montrer. Évidemment, il y a une autre supposition qu'il va falloir faire, mais par contre, celle-ci, on va devoir la démontrer. Parce que là, on suppose bien sûr que g ne s'annule pas, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. On va montrer par la suite, là, dans ce cours, que g ne peut pas être égal à 0. On va pouvoir déduire qu'en fait, cette fonction-là, elle est bien définie pour tout x, et qu'on n'a pas de problème de définition ici. Et pour l'instant, on va prendre tous les cas où g n'est pas égal à 0. Et donc, il faudra montrer que c'est toujours vrai. Donc, ça fait beaucoup de suppositions, effectivement. Les suppositions les plus importantes sont celles du début. Et comme on va ensuite montrer que ceci ne vaut jamais 0, on aura bien notre démonstration qui va fonctionner. Donc, on va donc dériver h, et puis on va voir si déjà h vaut une fonction constante. Je rappelle au préalable que h de 0, ça vaut f de 0 sur g de 0, et par hypothèse, f de 0 vaut 1 et g de 0 vaut 1. Donc h de 0 vaut aussi 1. Très bien. Maintenant, je dérive h. Donc c'est la dérivée d'un quotient de fonction. Donc je connais la formule, je vous renvoie à la vidéo sur les formules de dérivation. Et ici, je vais déjà utiliser une première hypothèse qui est de dire que f' de x, ça vaut f de x, par hypothèse. Alors, on peut utiliser les hypothèses. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas mélanger ce qu'on suppose et ce qu'on veut démontrer. Là, on a supposé que f' de x était égal à f de x. On utilise donc cette hypothèse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tant est-ce que l'hypothèse est vraie ou pas, c'est de voir si l'hypothèse est vraie, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'on en déduit. C'est l'implication qu'on veut travailler ici, qu'on veut étudier. Donc là, j'utilise mon hypothèse et je veux déduire, ok, si cette hypothèse est vraie, qu'est-ce que ça va, ça va conduire à dire quoi sur la valeur de h'. C'est ça l'idée. Donc, f' de x, c'est égal à f de x par hypothèse, et g' de x, c'est égal à g de x par hypothèse. Donc là, je vais avoir f de x fois g de x moins f de x fois g de x. Tout ça, ça va valoir 0. Et comme on a dit que g était différente de 0 par hypothèse, g carré est d'autant plus différente de 0. Donc en fait, j'ai le quotient qui vaut 0 divisé par un nombre non nul. Donc tout ça vaut 0. Donc h' vaut 0. Donc la dérivée de h vaut 0. Donc h est une fonction constante. Il reste à déterminer la valeur de cette constante. On peut la déterminer parce que si on sait que pour tout x, h vaut une seule et même valeur et qu'on connaît déjà, on peut déjà déduire cette valeur avec un certain x, donc par exemple pour x égale 0, on sait que h vaut 1. Et comme on a démontré que h était constante, h doit alors toujours valoir 1. Donc ça veut dire qu'en fait pour tout x, h est égal à 1. Pour 0, h est égal à 1, h de 0 est égal à 1, mais comme h est une fonction constante, elle doit toujours valoir 1 en fait. Donc mais je rappelle que h c'est f de x sur g de x. Ça veut dire que f de x sur g de x vaut 1, et donc que pour tout x appartenant à R, f de x est égal à g de x. Et ça contredit notre hypothèse, qui est donc fausse. Et donc l'hypothèse était que on a f et g qui sont des fonctions différentes, qui vérifient les deux propriétés qu'on a vues. Cette hypothèse est fausse. Autrement dit, en fait, f de x et g de x sont une seule et même fonction. Et en fait, il n'y a pas de fonction différente de f. On a supposé qu'il y avait une fonction différente de f. En fait, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que f est unique. C'est-à-dire qu'il y a une unique fonction. Si on trouve une fonction
qui vérifie les propriétés de f, cette fonction sera unique. Mais on en connaît une, c'est l'exponentielle. Donc en fait, l'exponentielle est unique. Voilà l'idée. Ok, mais alors il nous reste encore quelque chose à montrer, une dernière chose, c'est que g ne s'annule pas. Alors ici, je vais parler de g, mais en fait, je vais pas... La fonction que je vais appeler ici pour travailler sur ce dernier point, je vais l'appeler f, pour rester général en fait. Je vais prendre une fonction f qui a les mêmes propriétés que g, d'accord, pour rester général dans ma démonstration, et je vais démontrer que si ma fonction f, elle admet les propriétés de g, eh bien, elle doit forcément être différente de 0. Donc si notre fonction f ici qu'on va utiliser est différente de 0, alors en fait g sera différent de 0, parce que les deux vérifieront les mêmes propriétés. Je vais prendre donc une fonction f qui pour tout x appartenant à R, donc pour tout x réel, est telle que cette fonction vaut sa dérivée, et qu'en 0, cette fonction vaille 1. Et je vais prendre h de x, une certaine fonction, vous allez voir comment je vais la poser, et je vais montrer que cette fonction vaut une constante non nulle. Et donc, que va valoir ce h? H de x va valoir f de x fois f de moins x. Vous allez comprendre pourquoi on met un moins x, c'est parce qu'en fait, on va vouloir que certaines choses s'annulent. Et en fait, ce moins-là, comme on va le voir, on va réussir à le sortir, et ça va créer une annulation qui va faire que la dérivée de h va valoir 0. En fait, on a fait en sorte que la dérivée de h vaille 0. Alors, avant de dériver h, il faut déjà voir si h est dérivable. On suppose que f est dérivable, ça je ne l'ai pas écrit, mais on suppose que f est dérivable. Et donc, comme ici on parle du même f pour des antécédents différents, mais on parle du même f est dérivable, x et moins x aussi, je le précise parce que ça c'est important, moins x est une fonction qui est aussi dérivable. Donc tout est dérivable, donc par produit, donc h est dérivable. Hein. Donc si j'ai deux fonctions dérivables, leur produit reste dérivable, ça c'est une propriété des fonctions dérivées. Donc h est dérivable, il n'y a pas de problème. Il faut déjà qu'on puisse travailler avec une fonction qui soit dérivable. Nous, on veut montrer que f de x est différent de 0, et éventuellement que f de moins x est différent de 0, mais ça nous intéresse moins. Et donc là, ici, on va essayer de voir si la dérivée de h vaut 0. On va s'inspirer un peu de ce qu'on a fait avant. Et si la dérivée de h vaut 0, alors ça veut dire que h est une constante, et si la constante en question est non nulle, ça voudra dire que f de x fois f de moins x vaut quelque chose de non nul. Mais à ce moment-là, ça veut dire que ni f de x, ni f de moins x est nul. Parce que quand je fais 0 fois quelque chose, ça me donne forcément 0. Donc si j'ai un produit de deux nombres qui vaut quelque chose de différent de 0, c'est que ces deux nombres sont forcément tous deux différents de 0. Ça voudra dire que f de x est différent de 0 pour tout x appartenant à R. Et là, on aurait démontré que la fonction f ici en question, qui vérifie ces deux propriétés, est forcément non nulle. Et comme la fonction g qu'on avait posée vérifie ses propriétés, elle sera donc non nulle pour tout x appartenant à R. C'est ça l'idée de la démonstration. Donc il faut que je montre que f de x fois f de moins x vaut une constante, et que je montre que cette constante soit non nulle. Et là, on aura gagné. On dérive h de x. Alors, la dérivée d'un produit, hein, vous revenez à ma vidéo sur les formules de dérivation. J'applique la formule. Et alors là, il faut voir quelque chose. Moins x, c'est une fonction. En fait, pour vous simplifier l'analyse, je vais poser que moins x, ça vaut une fonction qui vaut u de x. En fait, là, je suis en train de vous simplifier. Pourquoi je suis en train de vous simplifier? Parce que je vais essayer de vous renvoyer à la dérivée d'une fonction composée. La dérivée d'une fonction composée. En fait, si je pose que moins x, ça vaut u de x, donc je vais avoir f de moins x qui vaut f de u de x. C'est ça l'idée. Donc, vous allez voir que ça va vous simplifier. Ça va vous simplifier parce que si je dérive cette fonction composée, donc là j'ai la fonction f et j'ai la fonction u. La dérivée d'une fonction composée, ça va m'amener à dire que en fait, la dérivée de ça vaut la dérivée de f avec u comme variable fois la dérivée de u de x. Mais u de x, c'est quoi? C'est moins x.
Mais la dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc en fait, j'ai f' de moins x fois moins 1. Donc en fait, j'ai moins f' de moins x. Donc la dérivée de f' de u de x, c'est-à-dire la dérivée de f' de moins x, ça vaut moins f' de moins x. Donc on va utiliser ce résultat-là ici. Et donc si on reprend cette formule et qu'on remplace par ce qu'on a trouvé, on trouve que h', ça vaut f' de x fois f de moins x plus f de x fois moins f' de moins x. Le moins, je peux le mettre ici, d'accord? Et je vais avoir en fait, et je vais aussi utiliser le fait que f' de x, ça vaut f de x par hypothèse. Et donc je trouve en fait que j'ai quelque chose qui s'annule, parce que là j'ai quelque chose ici, et j'ai la même chose ici, mais avec une soustraction. Donc ça s'annule, ça vaut 0. Donc la dérivée de h vaut 0, donc h vaut une constante. Mais on sait que h de 0, ça vaut 1. Et comme h est constante, elle doit toujours valoir 1. Mais h, on a dit que ça vaut ceci. Donc ceci vaut quelque chose de non nul. Donc les deux éléments ici sont non nuls. Donc, en particulier, f est non nul. Comme f vérifie les propriétés de g, g est non nul. Donc g ne s'annule jamais pour tout x. Là, on a montré pour tout x appartenant à R. Et donc, comme g vérifie aussi les propriétés de l'exponentielle, puisqu'on a dit que f et g, finalement, c'est la même fonction, c'est-à-dire qu'en fait, l'exponentielle ne s'annule jamais, parce qu'elle vérifie les propriétés de g, et on a démontré que g était une fonction qui ne s'annule jamais, qui ne vaut jamais 0. Donc l'exponentielle ne vaut jamais 0, et en plus l'exponentielle est unique. Donc ça, c'est ce qu'on a démontré. Donc, par exemple, le fait que la dérivée de l'exponentielle, ça vaut elle-même, ça c'est une propriété qui est propre à l'exponentielle. Et là, on peut vraiment dire que c'est une spécificité de l'exponentielle. Donc voilà un petit peu sur l'exponentielle, c'est un peu long. Il y a des choses qu'on développera un peu plus dans d'autres cours qu'on a vus ici, comme par exemple la limite, on avait travaillé tout à l'heure, ou par exemple le logarithme népérien qui sera probablement le prochain cours.